Depuis un certain temps, Otto de la Veuve Hortense empruntait un sentier battu par lui à travers bois pour se rendre à la petite école. Tous les matins, il partait très tôt, car son itinéraire lui imposait un assez long arrêt aux abords d'une petite clairière où se réchauffait au soleil toute une collection de perdrix, le printemps et l'automne. Il n'avait le temps d'en abattre que deux à l'aide de son lance-pierre avant que le reste ne se dérobe à sa vue. Après avoir vidé, nettoyé et bien caché son gibier de plumes, Otto reprenait ses jambes, mais il s'arrêtait à l'occasion pour apostropher un lièvre si ce dernier lui paraissait d'humeur nonchalante. Vous autres, les lapins, allez vous en faire des petits. Je vous espère l'hiver qui vient. Je vous tendrai des collets qui vous bailleront de la misère. Ça fait que t'as qu'à rentrer au logis au plus sacrant, son père. Fais-toi de la geste, puis va faire ton devoir. Salut ben. Je t'aime, tu sais. T'es mangeable. Il arrivait parfois à Otto de rencontrer une Taoué avenante du village indien voisin, venue cueillir des girolles comme par hasard. Otto avait deviné qu'elle faisait exprès de le croiser toutes les semaines à la même heure, et il en était flatté. Il s'adonnait passionnément aux instructions de cette magnifique et mystérieuse sauvagesse qui l'initiait depuis quelque temps aux subtilités de l'amour ensemble. Il se montrait toujours excellent élève, et se faisait la main, pour ainsi dire, avec enthousiasme. C'est qu'il se préparait aux grandes conquêtes éventuelles. En effet, voilà quelques mois déjà qu'il épiait Zélika à Cochon Vert, cette merveille de 13 ans qui fréquentait la petite école avec lui. Zélika, ce joyau du village de la Fourche des Deux Rivières, cette perle lactescente, cette friandise merveilleuse et crémeuse qui le tourmentait, l'obsédait et le mettait en appétit à tel point qu'il en avait l'eau à la bouche et ailleurs. Plus tard, il lui ferait la cour. Plus tard, il partagerait son savoir avec elle. Mais passons et regagnons notre clairière, car c'est là que notre nymphe des bois vient d'escorter Otto. Cette sorcière de la tribu Micmac, qui veillait religieusement à l'éducation des jeunes braves de son village, en était à prodiguer sa prodigieuse érudition à Otto qui, allongé sur un lit de mousse, tremblotait, transpirait et soupirait à la perspective d'aller étancher sa soif du savoir à la source même de la science. Notre éducatrice admirable avait vu se lever et se coucher quantité de lune au cours de ces 30 printemps. La nuit n'avait plus de secret pour elle. Elle avait connu des ciels noirs d'outarde, elle avait maté plus d'un ours et déjoué nombre de castors. Si elle savait dispenser ses connaissances à merveille, c'est qu'elle fondait sa pédagogie sur l'expérience. Ce matin, Otto était à la véritable école buissonnière, celle que la religieuse ne faisait pas en classe. Vers midi, Otto s'est réveillé seul au milieu de sa clairière, sa maîtresse étant partie aussi mystérieusement qu'elle avait paru. Elle avait probablement regagné son village. En fait, il ne savait rien de Sataouei, même pas son nom, car il ne s'était jamais parlé. Il pensait que cela valait mieux. Parler, ce serait risquer de se méconnaître. Il la reverrait la semaine suivante. Pour le moment, il s'agissait de se rendre chez Zélika, de l'attendre derrière le chêne du voisin pendant le repas du midi, et, comme d'habitude, de la suivre en se dissimulant dans le bois jusqu'à l'école. Arrivé à destination, Otto grimpe sur une branche de son chêne. Faut se reposer, se dit-il. Ces aventures du matin finiront par m'éreinter. Bastien, qu'est-ce que je vois là? Ben, c'est Zélika. Zélika qui défait des toises de Bardot. Zélika qui prend l'échelle puis qui monte des brassées de Bardot à son père qui est sur la couverture de la maison. Ah, là, je comprends. Ovid Cochon Vert est rentré de bûcher. Il fait les réparations du printemps. Il est temps. Apparence qu'il y a un mois que la mère Cochon Vert couche sous la toile pour se protéger de la pluie. Ben, aïe bien pensé, la dernière fois que je l'ai vue, vous avez l'air d'une poule détrempée qui venait de s'eschiver du fricot de la veille au soir. Pour moi, ça prendra plus que 2 ou 3 toises de Bardot pour y aplatir les plumes. Une poule qui chante le coq, faut pas mouiller dessus. Ben, vaut mieux gagner l'école. Ça m'a tout l'air que Zélika y va pas aujourd'hui. Certainement pas habillé comme ça. Puis, reprenant le bois, Otto se dirige mollement vers l'école en maugréant. À quoi bon aller en classe si Zélika est pas là? C'est une perte de temps que d'écouter la sœur parler de la sainte enfance qui veut acheter des Chinois. You sais que j'allais en trouver assez d'argent pour acheter tous les Chinois qui sont dans la Chine à cette heure.
Elles sont déjà trop pauvres pour nous acheter des changes de dessous d'été. Puis c'est une perte de temps et tout que de passer des heures à chanter Yukaidi, Yukaida, puis petit tralala. Hein, faudra encore endurer son prône parce que j'étais pas là matin. Ben, ça me fait rien. J'ai 15 ans. Je suis plus un petit jeune, je suis un homme. Puis je vais agir comme les hommes. Fini le masturbrassage. Fais-les la sur ton prône. Hein, je me la dépeins à dire ah ah, Otto, mais où étiez-vous ce matin? Je vais parler de vos absences à votre mère, Madame la veuve Hortense, ce soir même. Hein, Madame la veuve Hortense. Hein, Otto de la veuve Hortense, Otto de la veuve Hortense au capitaine. Pourquoi pas Otto du capitaine? Mon père était capitaine de vaisseau. Apparence que c'était tout un beau bateau. Ben, où c'est qu'il est, mon père? Il est pas dans le cimetière. Puis ma mère est peut-être pas veuve non plus. Je voudrais qu'on m'appelle Otto du capitaine. Si mon père avait eu un bateau à palette, il y a longtemps qu'on m'appellerait Otto du capitaine à palette. C'est de même que ça va pas ici. On vire tout à l'envers. Oh ben, voilà l'école. J'arrive. Vaut mieux rentrer pour le prône. Dommage que ça se passe pas ici comme à l'église, où c'est qu'on peut profiter du sarment pour aller fumer. Ah ah, Otto, mais où étiez-vous ce matin? De s'écrier la religieuse. Voyons, répondez. Fallait que je... Silence, je n'ai pas fini. Dès ce soir, je vais porter plainte de votre inconduite à votre mère, Madame la veuve Hortense. Il y avait bien un mois que cette sœur déplaisante était venue remplacer l'ancienne maîtresse, celle que les élèves avaient fait mourir de chagrin, au dire de Tomahawk, car c'est ainsi que l'école avait baptisé la religieuse. Mettez-vous à genoux dans ce coin. Allez! Qu'avez-vous à vous absenter tous les mardis matins et d'arriver à l'école en retard l'après-midi par-dessus le marché? Mais voyons, expliquez-vous. Bah, ça prend du temps à aller dans le bois. Silence, je n'ai pas fini. Regardez-vous. Vous nous arrivez couverts de mousse des bois, la tête hérissée et le regard absent. Vous avez dans les yeux comme un début ou un reste, comment dirais-je, un reste, eh bien oui, comme un début ou un reste de concupiscence. Ma foi, j'ai peur, oui, j'ai peur. Peur pour votre mère, peur pour vous et peur pour moi. Mais qu'avez-vous à me faire ce sourire en dessous? Apprenez à respecter en moi le cadeau que j'ai promis à celui qui n'est pas de ce monde. Otto allait répondre que personne ne voudrait de ce cadeau pour rien au monde quand la religieuse l'a sommé de braquer les yeux sur une image effarante du jugement dernier et de ne pas s'en départir de l'après-midi. Ça ne peut lui faire que du bien, dit-elle aux élèves. Si on lui avait inspiré la peur de l'enfer dès sa première jeunesse, comme il se doit, peut-être saurait-il lire et écrire aujourd'hui, qui sait? Comme c'est là, les quelques pattes de mouche qu'il vous dessine pour toute signature confondraient Saint-Pierre en personne. Puis, s'adressant de nouveau à Otto, qui venait de tourner son image la tête en bas pour voir quel effet cela ferait aux démons, qui semblaient prendre un plaisir fou à fricoter au milieu de leur enfer, elle ajoute « Racontez, s'il vous plaît, comment ma devancière a pu vous monter en grade tous les ans jusqu'à la 8e année, vous qui en savez encore moins que le dernier venu. Eh bien, parlez !» C'est qu'elle avait peut-être plus de Johnny Gwen que ben d'autres. Silence! En plus d'être stupide, vous voilà maintenant insolent. Prenez garde. Je viens de nous débarrasser de cette Zélika qui se met le désordre dans mon école. Le même sort pourrait bien vous échoir. Zélika et vous, vous êtes tout aussi irrespectueux, dissipés, revêches et mécréants l'un que l'autre. S'il vous arrivait un jour de conjuguer vos efforts, la paroisse ne s'en remettrait pas plus vite que la terre du déluge. Pour votre punition, vous passerez après la classe chez la cuisinière du couvent. Vous lui demanderez de mettre dans un seau les fonds de théière de ce matin. Puis vous reviendrez épandre les feuilles de thé détrempées sur le plancher de l'école. Ensuite, vous le balayerez. Je saurai venir à bout de vos entêtements. Vous allez... J'y vais tout de suite, de renchérir Otto qui se trouvait déjà dehors. Ça pourrait prendre du temps. Otto n'était pas parti au couvent. Il fallait être bien sot pour le croire disposé à servir le thé au plancher de l'école. La religieuse perdait la tête. Il fallait aller réfléchir au bois. Débarrasser l'école de Zélika. Se débarrasser de Zélika. La sœur déraillait définitivement. Ce serait vider l'école. Il ne resterait plus que les filles et les enfants de cœur. Mais quoi? Tomahawk s'imaginait-elle que les adolescents regagneraient leur pupitre tous les jours dans le seul but de chanter et de parler sainte enfance? C'est elle qu'il fallait débarquer. C'était évident. Tout content de voir congédier la religieuse pour venger Zélika, Otto se parlait tout haut en se dirigeant vers sa clairière.
La solution est recommandable, pour ça oui, recommandable à l'excès. Ben, comment faire pour y arriver, hein? C'est qui c'est qui va y sonner les cloches à la maîtresse? C'est qui c'est qui va y montrer la porte? J'avons pas coutume de saquer les sœurs par ici, même quand ça s'est pas enseigné. Le monde aurait trop peur d'une punition. Vaut mieux que je m'en mêle moi-même. Ben, c'est pas à genoux devant un portrait du jugement dernier que je vais l'encourager à s'en aller. Ben tiens, l'assistante au surintendant vient visiter l'école demain. Elle n'est pas aisée. Si ça se met à aller mal entre ces deux Picasses-là, il pourrait avoir plus que du feu chalin. Le temps me dure de voir les Éloises puis de regarder timber le Touner. Le job s'en vient dans la cabane. Ça commence déjà à se réchauffer par ici. Que la sœur prenne garde. Il y a moyen de se faire brûler le derrière ailleurs que dans les portraits d'enfer. Tomahawk, comme on appelait la religieuse qui faisait l'école au village de la Fourche des Deux-Rivières, s'apprêtait à nettoyer sa salle de classe en vue de la fâcheuse visite qu'allait lui rendre, ce matin même, l'assistante au surintendant du district scolaire. Debout, entre son poêle à charbon et son seau de feuilles de thé humide, Tomahawk se tenait immobile, un balai à la main. Regardant son plancher terreux avec désenchantement, la religieuse se surprenait à remuer dans sa tête toute une disparate de sentiments, d'idées et de propos malveillants que l'habitude et ses principes l'obligeaient à consigner dans ce qu'elle appelait les catacombes de sa mémoire. D'abord, il y avait cet élève, Otto, qui la tourmentait et l'intriguait. « Il est trop grand, trop fort, se dit-elle, pour être mon élève. Il détient des secrets que je brûle de savoir. C'est plutôt moi qui devrais suivre son enseignement. Mais comment faire? C'est absurde. Il ne m'écoute pas. Il ne daigne même pas me regarder et semble me mépriser par-dessus le marché, comme si j'étais une mocheté. Oh, il est vrai que je ne suis pas belle, mais je ne suis pas moins lucide pour ça. Non, dans les circonstances, la lucidité ne suffit pas. C'est le talent qui me manque, le talent de gagner sa confiance, le talent de l'attendrir. Mais je n'ai pas le tour, moi. Je n'ai jamais eu le tour. C'est bien moi, la religieuse lucide, qui n'a pas le tour. La religieuse qui prêche, qui humilie et qui punit ceux qui la contrarient, ceux qu'elle ne comprend pas, c'est-à-dire ceux qui ne semblent pas la comprendre, ceux qui manquent de déférence pour son costume de sœur, ceux qui peuvent aller goûter le plaisir en cachette. Et croire que je fais tout ça au nom de la vertu. C'est grotesque. Mais pas si grotesque que cela, tout de même. Car ce n'est que dans cette école que je puisse exercer mon autorité. Au couvent, c'est un autre monde. Au couvent, je compte pour peu de choses, et aujourd'hui, dans mon école à moi, je ne suis pas grand-chose à cause de cette fouine d'inspectrice qui, à ce que j'entends dire, se prend pour quelque chose. Et voici notre religieuse vulnérable qui se met à lancer rageusement des poignées de feuilles de thé détrempées sur son plancher. Croire que ça peut venir juger de mon enseignement chez moi, une simple assistante à un inspecteur anglais, qu'elle se dit. Voici notre religieuse qui remâche les propos désobligeants qu'on lui a tenus sur Cédulie Allaire, qui se donne des airs d'anglaise, qui pense à l'anglaise, qui s'habille à l'anglaise. Cédulie Allaire, cette anglaiserie acadienne qui se croit supérieure à sa race pour s'être donnée aux Anglais. Cédulie Allaire aux robes trop courtes, aux robes sans manches. Cédulie Allaire qui se promène en voiture, une cigarette collée à ses lèvres cramoisies. Notre religieuse trouvait cela énorme, souffrir pendant toute une journée une Vénus hottentote à la solde des Anglais. Elle cherchait à faire passer sa colère en soulevant des nuages de feuilles de thé poussiéreuses à grands coups de balai. Me faire corriger, moi, devant mes élèves, par une déserteuse fardée? Jamais! De faire la sœur en brandissant son balai. Et si cette aventurière réussit aussi bien depuis sa défection chez les Anglais, qui, eux, sont plutôt fragiles et de nature fluette, quelle impression ferait-elle à mes adolescents qui, eux, ont le sang chaud? Je m'inquiète, oui, je m'inquiète. Surtout de Otto, qui ne semble pas dédaigner ce genre de comportement. Dieu sait que le mien lui est indifférent. Pourtant, s'il se montrait aimable, je pourrais l'être à mon tour. Tenez, s'il s'était occupé de la propreté de cette pièce hier après-midi, comme je lui avais dit, je ne serais pas là ce matin à faire un travail indigne d'une personne de ma condition. Il me serait même loisible de le recevoir ce matin avant la classe pour lui procurer les jouissances spirituelles qui nous sont indispensables à nous tous. Mais non, il préfère aller au bois.
Me voici ridiculisé dans le village, méprisé par mes élèves et ignoré dans mon couvent. Je suis définitivement délaissé de tous et de tout. Il ne me reste plus qu'à lever la crosse, me débarrasser de ce voile et prendre le bois à mon tour. Mais non, fait-elle en donnant un coup de balai magistral à un fil d'araignée. Je lutterai, je me ferai accepter de quelqu'un, quelque part. Je serai charmante si cela peut m'avantager, mais il faudra d'abord que l'on m'en donne l'occasion. Et voici justement l'occasion qui se présente, car Otto vient de pénétrer dans la salle de classe. Mais Otto, que faites-vous là à 7h30 du matin? Vous ne vous êtes donc pas couché? Bah, si je suis ici de si bonne heure, c'est pas pour vos beaux yeux. C'est ben parce que vous avez été badigeonner des histoires à ma mère hier au soir, puis qu'elle a menacé de me faire prendre un deuxième bain cette semaine, si je venais pas. La religieuse n'a pas pris ombrage à la réplique d'Otto. Au contraire, Otto ne venait-il pas de lui faire un compliment? N'avait-il pas découvert ses yeux à elle? Ne les avait-il pas trouvés beaux? C'était bien le moment de se montrer charmante. Ah, pauvre Otto, dit-elle, il n'est pas toujours amusant de prendre un bain sous une chemise de nuit. J'en sais quelque chose. Pas amusant, pas amusant, prendre un bain sous une robe de nuit. S'accorder, arrimer comme ça, il n'y a pas moyen de s'amuser partout, d'observer Otto qui s'amusait, lui, à s'imaginer la sœur dans le bain aux prises avec un savon collé quelque part sous un vêtement volumineux et détrempé. Mais Otto, pourquoi riez-vous? Tenez, permettez-moi de vous prêter un petit conseil et de partager en même temps un gros secret avec vous. À l'avenir, dénudez-vous dans le bain comme moi et passez votre chemise dans l'eau après. Comme ça, vous ne vous sentirez plus incommodé. Vous aurez beau vous frotter, vous savonner à votre guise et, si vous n'en parlez à personne, qui pourrait s'en scandaliser? Tentez l'expérience pour moi, une fois, hein? Après, vous me direz comment ça s'est passé. Ce sera notre secret à nous. Otto était agréablement surpris de ne plus reconnaître en son interlocutrice la religieuse qui le réprimandait et le punissait tous les jours. Depuis l'instant qu'il se l'était représenté nu dans le bain, elle n'avait plus rien de féroce. Il la trouvait même très abordable. Otto n'avait donc plus le cœur de lui apprendre que tout ne se passait pas dans la vie comme au couvent, et qu'au village de la Fourche des Deux Rivières, quand on se mêlait de prendre un bain, c'était bien pour se laver, non pas pour tremper sa chemise de nuit dans la mousse de savon, ou pour faire mousser Dieu sait quoi encore. Pour tout commentaire, il s'est contenté de lui faire un sourire en coin, de lui prendre son balai et de se mettre au travail. Tout encouragé de l'intimité qui semblait maintenant possible entre eux, la religieuse a jugé le moment opportun de se faire dire des secrets à son tour. « Savez-vous, Otto, que je suis orpheline ?» dit-elle pour le toucher. « Mais oui, je suis entrée très jeune au couvent. Je dois toute mon éducation aux religieuses et je leur en suis reconnaissante, car ce qu'elles m'ont appris, c'est phénoménal, n'est-ce pas? Cependant, je regrette de ne pas très bien savoir comment ça se passe dans le monde, de ne pas avoir plus souvent l'occasion de converser avec le monde qui est dans le monde. Or, j'ai un frère dans le monde que je voudrais voir, mais il ne me visite jamais, et j'ai une sœur que je meurs d'oublier parce qu'elle n'est pas du monde. Mais passons outre. Revenons à vous, Otto. Je vous vois assez souvent vous en aller au bois. Qu'allez-vous en faire dans les bois? Otto ignorait tout à fait où la religieuse voulait en venir. Se doutait-elle de quelque chose? Était-elle en train de faire allusion aux politesses qu'il rendait à Sataway tous les mardis matins dans sa clairière? Peut-être que oui. Les villageois avaient mauvaise langue. Oh, dit-il, qu'est-ce qu'on fait dans le bois le printemps? Mais qu'est-ce que l'on fait dans le bois le printemps? De demander la sœur. Et qu'entendez-vous par on? C'est qui on? Ben, le printemps, on se multiplie, on fait des petits, puis on, ben, c'est ce qui vit dans le bois. Je sais pas, moi, les lapins, les perdrix. Mais quoi? Le lapin serait-il le mari de la perdrix? De s'exclamait la religieuse. Eh bien, oui. Les perdrix pondent des œufs, les lapins, des œufs de Pâques, quoi? Oui, là, je vois. Voici donc un autre couple à ajouter à mon répertoire. Il m'en manque plusieurs, vous savez. Par exemple, je sais que le cheval est le mari de la vache et le bouc celui de la brebis, de même que les orignaux font la paire avec les chevreuils comme les chiens avec les chats. Tenez, ce matin, j'ai marié le rat à la souris.
Il m'est arrivé de croire que la poule était la femme du dindon, mais quand j'ai fait part de cette infortunée mésalliance à notre portière, elle m'a affirmé que c'était bien moi la dinde de ma basse-cour. Au lieu de déverser le ridicule sur ma personne, il me semble qu'elle aurait pu m'aider, moi qui ai déjà tellement de peine à marier mes poules. Ah, Otto, la vie est parfois pénible, autant pour les religieuses que pour les poules. Bah, je sais pas, de soupirer Otto qui désespérait de mettre la sœur sur la bonne piste. Faut prendre courage, ma sœur. La vie, à l'époque où calait, la vie, allait comme qu'on la voit. C'est bien vrai ce que vous me dites là, Otto. La vie, elle est comme on la voit en soi. Oh, j'aimerais que ce soit vrai. Vous savez qu'en réalité, nous, les religieuses, nous avons contracté un mariage spirituel. Cependant, selon l'ordre profane des choses, nous pourrions bien prendre mari sur terre. Oh, pas n'importe qui, pas n'importe où. Je me dis souvent que les frères pourraient épouser nos novices, les prêtres ordinaires les professent, les curés les mères supérieures et les évêques nos mères générales. Cependant, je n'arrive pas à trouver de partenaire à nos cardinaux, pas plus qu'à sa sainteté le pape. C'est que nous, les femmes, nous ne sommes pas à la hauteur. Du moins, c'est ce que l'on nous dit. Ça, c'est la vie telle qu'elle est, n'est-ce pas, Otto? Ce n'est malheureusement pas la vie telle qu'on la voit en soi. Bah, c'est comme je vous dis, ma sœur, la vie, elle n'est pas tout le temps comme qu'elle est. Mais Otto, quand vous allez faire ce que l'on fait dans le bois le printemps, la vie se présente-t-elle à vous telle que vous la voyez en vous? Avant de répondre, Otto s'arrête un instant pour remémorer les matins d'ivresse passés dans sa clairière en compagnie de sa savoureuse Taway. Pour la steur, la vie dans le bois pourrait pas se présenter mieux que je la vois. Ah, ce que je vous envie, Otto. Ce que je puis vous envier vos sorties dans le bois. M'y emmènerez-vous, Otto? Me montrerez-vous ce que l'on peut faire dans le bois le printemps, un de ces mardis matins? Nous jouirions de cela, sœur Marie-Marie et moi, car je devrais être accompagné. Il me faudrait demander la permission à ma supérieure, mère Marie de la Perfection. Elle me dira oui, elle me dira sûrement oui cette fois, car je saurai lui expliquer. Je lui parlerai des lapins et des perdrix. Je lui dirai ce que vous m'avez appris. Je ferai état de mes poules, de mes cardinaux et de sa sainteté que je n'arrive pas à marier. Elle comprendra, elle. Et puisqu'elle comprendra, qui sait? Peut-être voudra-t-elle se joindre à nous. Ben, de balbutier Otto, je sais pas si je suis à la hauteur, comme vous disiez. Si fait, Otto. Il n'y en a pas comme vous. Non, il n'y en a pas comme vous. Merci, Otto, merci. Comme le temps fuit, il ne nous reste que quelques minutes avant la cloche. Je vais tout de suite chercher un deuxième balai. Il nous faut absolument pousser cette terre dehors. C'est à peine si nous avons le temps de moucher la pièce. Mais ça ne fait rien. Qu'elle arrive, mademoiselle Séduliaraire. Qu'elle arrive, cette furteuse, cette acadienne manquée. Comme je ne suis plus seul, comme vous êtes là pour me seconder maintenant, je saurai me faire valoir. Qu'elle arrive. Otto, la vie, à l'époque où calé. La vie, allez comme qu'on la voit. Ha ha. Tout se passait comme à l'ordinaire ce matin de printemps à l'école de la Fourcheté de Rivière. Telle une roue dentée, la vie y tournait machinalement et pendant ce temps, les élèves se laissaient prendre inconsciemment dans son engrenage routinier. Il y avait eu les coups de cloche, les rangs irréguliers, la prière du matin, le contrôle des présences et le catéchisme. Maintenant, la sœur était en train de mettre la pensée du jour au tableau. Prions pour la conversion des Anglais, écrivait-elle effrontément en lettres majuscules afin de mieux narguer l'assistante au surintendant, dont elle attendait la visite le matin même et qu'elle blâmait d'être immodérément anglophile. Après tout, disait-elle, je suis là depuis un mois seulement. C'est à peine si j'ai eu le temps de débarrasser les élèves de leur vermine et de leur apprendre à se moucher. Mais Otto est là, il va m'aider, j'en ai la certitude. En effet, Otto était bien là, assis à son nouveau pupitre dans la rangée d'en avant. La sœur venait de l'y installer, croyant faire ainsi d'une pierre deux coups. C'était rendre honneur à Otto que de lui faire prendre rang parmi les favoris, n'est-ce pas? Puis, en retour, Otto lui prêterait main forte dans les circonstances difficiles.
C'est bien le geste le plus heureux que j'ai posé depuis le jour mortel où le sort m'a abandonné seul dans cette école cruelle d'estimer la religieuse. Je me félicite de ma lucidité. Pour sa part, Otto était malheureux comme les pierres du chemin. Je m'ai jamais vu si mal en mancher de ma vie, grommela-t-il. Faut-il bien me faire prendre le derrière de la pareille façon par cette innocente de sœur. Je suis bien fourché à l'excès. Me v'là-t-il pas ouvrir la chanteuse du docteur qui miaune la prière du mois de mai à la journée, puis il frotte Joret du barbier qui huche les réponses comme un bourgeot avant même que la sœur ait le temps de bailler les questions. Ça pourrait me casser la tête puis m'énerver tout ça. Ça risque de me brasser des vivres dans le corps puis de me bailler des ulcères d'estomac. Moi qui pas encore mes 16 ans. Ouais, puis tout ce monde-là va aller prôner que j'avance pas mes études. Ben, ma santé est 1000 fois plus importante que l'étude. Je serais bien fou de commencer à me fendre le derrière à étudier sur mon banc d'en avant, rien que pour aboutir dans l'autre monde la semaine qui vient. Apparence qu'arrivé là, un homme n'a pas à montrer son bulletin. J'ai bonne envie d'étaler d'ici avant qu'il m'arrive un malheur. Ben, je peux pas, parce que ma mère m'a promis de rendre l'âme le jour que je quitterai l'école sans sa permission. Ça va là, elle n'a pas à se fatiguer la tête. Je vais mourir de chagrin avant hier. On l'avait condamné à l'école jusqu'à ce que mort s'en suive. Qui allait l'aider à sortir de ce mauvais pas? La religieuse? Que non. Fallait-il se résigner à son lot? Point du tout. Otto n'avait pas plus le genre d'un déporté que celui d'une évangéline. Il miserait sur Cédulie Allaire, l'assistante au surintendant, qui devait visiter l'école dans un instant. Cédulie Allaire, sa salvatrice qu'il s'imaginait descendre des nuages en parachute ventral pour l'arracher à la misère. Cédulie Allaire, répétait-il à la fille exaspérée du docteur. Cédulie Allaire, qui se baille des airs, les jambes en l'air. Cédulie Allaire, qui se baille des airs, les fesses à l'air. Fredonnait-il à la gazouilleuse scandalisée du docteur, qui venait de faire un signe de croix à l'envers. Cédulie Allaire allait lui sauver la vie. Cédulie Allaire allait faire son bonheur à lui, sans le savoir. Et voici justement arrivé dans l'école ce phénomène d'assistante au surintendant, la cigarette au bec, une boucle descendue dans l'œil, les chaussures couvertes de boue et l'air dépité. « Où est-ce qu'est la maîtresse ?» de demander Cédulie à la religieuse. « Bien, c'est moi, » de répondre la sœur. « Ah, c'est vous qui avez remplacé celle qui s'est laissée mourir. La joie. Tenez, dit-elle en passant son bout de cigarette à la sœur. Allez m'éteindre cela. » Puis, se tournant vers les élèves, elle se met au travail, laissant la religieuse errer dans la pièce, la cigarette au doigt. « C'est la dernière visite que j'ai à cette région le printemps, fait-elle en levant bien haut un pied boueux. Si vous avez des chemins lamentables, c'est que les électeurs têtus de cette circonscription arriérée font élire un député acadien toutes les élections. Puis, pour comble de malheur, un Acadien qui vous parle un anglais chétif. La région aurait intérêt à se faire représenter à Fredericton par un Anglais. Un député anglais, ça vaut bien un chemin sec que je dis. « Ah, je sais pas, » de s'exclamer Otto, « un chemin vaseux, ça gâte rien. Je nous promenons nu-pied l'été, puis ça rafraîchit, se traîner les orteils dans les flaques d'eau. Y a personne qui s'en plaint. » Eh bien, restez-y dans votre boue puisque vous y prenez si grand plaisir. Ah, ce qu'il peut être vaillant, notre Otto, de se dire la sœur tout émue. C'est pour me protéger de cette mégère qu'il prend position. Tenez, il faut que j'aille à sa rescousse. Laissant tomber dans son empressement la fâcheuse cigarette près d'un jeune cochon vert qui se la plante immédiatement dans le bec, la religieuse gagne son estrade pour déclarer que si les Acadiens sont obligés de se mettre les pieds dans la boue, cela ne les empêche pas d'avoir les mains propres, eux. Maintenant, voici le journal d'appel, mademoiselle, au cas où vous voudriez en faire l'inspection. Passez-moi ce registre, d'ordonner Cédulie qui commence à flairer une conspiration. Oui, il fallait s'en douter. Vos présences n'ont rien de vertical. On dirait un métronome en plein mouvement. Quant à vos absences, elles ressemblent toutes à des œufs de poux. La religieuse allait l'envoyer se faire cuire un œuf d'autruche, mais elle n'en a pas eu le temps.
Sédulie venait de lui mettre une craie dans la main. Le moment critique de s'exécuter devant l'inspectrice était venu. Il fallait enseigner la main d'écriture à des élèves qui ne savaient pas lire. Pendant que la sœur travaillait sans inspiration au tableau noir, Sédulie s'était installée à côté de Otto au pupitre de la fille du docteur qu'elle avait envoyé se salir les chaussures dehors sous prétexte de lui faire acheter des cigarettes au magasin général. On eût dit qu'elle faisait exprès de se croiser la jambe pour exposer une cuisse hospitalière à Otto, qui se voyait obligé de se fourrer les poings dans les poches pour retenir sa main baladeuse. Otto se ressentait déjà de la proximité de Sédulie, mais le sein parfumé, à peine contenu dans le soutien-gorge de dentelle qu'elle lui exposait en se penchant, le mettait dans tous ses états. Et il s'en fallait d'un cheveu pour qu'il lui propose d'aller faire dans sa clairière ce que l'on fait au bois le printemps. Enchantée de constater que Otto la déshabillait des yeux, l'inspectrice croyait s'être bien acquittée de sa mission. Elle venait de trouver en ce jeune homme gauche et ardent un nouvel allié. Il ne lui restait plus maintenant qu'à subjuguer la religieuse. Mais, ma sœur, regardez-vous faire. Vous avez conservé l'écriture démodée de vos ancêtres français. Il faut tout de suite adopter la main d'écriture mise à la mode dans les écoles françaises par nos pédagogues de Fredericton. Il faut écrire pour se faire comprendre de la population anglaise aussi. Pour se faire comprendre de celle-là, répond la sœur excédée, il suffirait d'écrire en anglais tout court, peu importe le style du caractère. Bien, ce ne sont pas tous les Acadiens qui vous comprendront, parce que ce ne sont pas tous les Acadiens qui savent lire. Passez-moi la craie et laissez-moi vous montrer comment on enseigne dans cette province aujourd'hui. La voici, dit maître la sœur. Merci. De rien, répond la religieuse. Comment? Je n'ai pas compris. J'ai dit de rien. Bienvenue, si cela peut vous faire plaisir, mademoiselle Allaire. Pardon, il ne faut pas dire bienvenue. Il faut dire il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Il y a de quoi assez pour s'arrager les jeux et puis sacrer le camp si ça continue, de bougonner Otto qui se sentait soudain déprécié du fait qu'il ne savait pas lire. Il était également piqué du départ de l'inspectrice qu'il blâmait de ne pas se rendre immédiatement au bois avec lui. Il faut écrire librement de l'épaule, de continuer Sédulie qui ourlait l'alphabet au tableau. Soyez fiers de chacune de vos lettres. Veuillez à l'élégante queue du Y. Pointez vos I et barrez vos T. Un T sans barre manque de majesté. Faites siffler vos S et zézayez vos Z. N'oubliez pas de caloter vos E et de culotter vos Q. De respecter l'entêtement du H et du L et surtout, surtout de faire parler rondement le O. Le U mange bien, lui, car il est ventru. Avez-vous déjà admiré la subtilité du cercle inachevé d'un C, l'ample postérieur d'un D? Faites toujours une belle fesse à vos D. Quant au B, c'est un D qui se regarde dans un miroir. Il est bien bombé, n'est-ce pas? Un beau B bombé. C'est l'heure de la récréation, d'interrompre la sœur que l'inspectrice avait scandalisée. Un cul sans culotte et un dé qui s'admire les fesses dans un miroir, c'est un comble, même dans l'enseignement d'aujourd'hui, se dit-elle. Déjà la meute fonçait vers la porte. Après avoir déboulé dehors, on se criait dans la cour « Un V ventru, un S pointu, un C barré, un D décaloté, un Q déculotté, un B bombé, un T tombé. » Otto eut le mot de la fin. « Un T tombé, hurlait-il. Un B bombé, un O décaloté, des tétons T, des B bombés, les tétons bombés décalotés à Sédulie. Youhou! » Au lieu de s'attarder sur l'habillement audacieux de Sédulie Allaire, au lieu de déprécier franchement les charmes de l'inspectrice que la pudeur l'empêchait de blâmer devant ses élèves d'être une ensorceleuse mondaine et vulgaire, il apparut plus rusé à la sœur de faire l'éloge de la simplicité vraie de son costume à elle. Nous, les sœurs, disait-elle extasiée, nous avons du chic aux yeux de l'au-delà.
Nous portons l'uniforme céleste et j'en suis ravi. Oui, ravi. J'en suis parfois folle de joie. Il m'arrive de faire des rêves exquis, vous savez. Je rêve de me faire photographier dans le costume blanc de notre sœur infirmière, une gerbe de lys dans les bras, devant le porche doré d'une magnifique église de marbre bleu ciel. C'est beau, n'est-ce pas? C'est même touchant. Mais je m'en voudrais de vous inciter à prendre le voile par pure coquetterie. Cependant, je ne vous décourage pas de rêver comme moi. Cela rend le quotidien possible. Ainsi, vous risqueriez moins de tomber dans les travers du monde à la mode. Beaucoup seront perdus par les artifices de la mode, hélas. Nos ancêtres avaient compris cela. Qu'il ferait bon de vous accueillir toutes, les matins d'école, habillées en Évangéline Bellefontaine. Ça se fera un jour, vous savez. Un jour, l'Acadie sera reconstituée telle qu'autrefois. L'Acadie se promènera fièrement en sabots comme autrefois. Faites-moi confiance, mesdemoiselles. Le genre féminin de l'école n'était pas seul à causer toilette. Derrière le lieu, le club de fumeurs se crevait de rire, à force de blaguer sur les jarretières, la culotte et le soutien-gorge de Cédulie. On en était à lui grossir les cuisses, le buste, le fessier et j'en passe, quand le plus grand des fils cochon vert a fait observer, sur l'inspiration du moment, que Cédulie ne connaissait malheureusement rien des mérites de la vie à la fourche des Deux-Rivières, et que c'était à Otto qu'il revenait de les lui montrer. « Faudrait que tu l'emmènes au bois, Otto, » dit-il, un sourire entendu aux lèvres. « Paraît que ça gigote par là ces temps ici. C'est pas une taouée ordinaire, tu sais. Ah, vous bâtirez peut-être un wigwam dans Tuc Clairière. Gré de ta peau d'ours, ben accroupi sur une mâche-couille à côté de son feu, tu pourrais faire le brave puis enseigner l'écriture indienne en te passant la main dans sa boucane. Puis après, vous auriez beau bailler des coups de tam-tam tout votre sou ensemble. » Pour Otto, le scénario du fils cochon vert, c'était du déjà-vu. Il avait battu du tam-tam avec Cédulie toute la matinée dans son imagination. Il lui fallait maintenant rebrousser chemin vers la réalité et voir exécuter son projet initial. L'inspectrice allait l'aider à quitter définitivement l'école, coûte que coûte, tam-tam ou pas. Apercevant la religieuse au coin qui caressait le ciel du regard, Otto répond « Ouais, pour le coup que la sœur Tomahawk nous arrive en poussant son cri de guerre puis qu'elle nous scalpe tous les deux droite là. C'est des coups de tam-tam qui finiraient par coûter cher. J'ai d'autres vues sur Cédulie à l'air, merci quand même. » Dans la salle de classe, l'inspectrice était déjà d'humeur à arracher les ailes aux mouches. De quoi n'aurait-elle pas été capable si elle s'était doutée qu'elle était l'objet de railleries et de rabaissements dans une école menée par une religieuse qu'elle accusait d'être obscurantiste et qu'elle s'imaginait fomenter la révolte dans le district. « Cette sœur n'a rien à son épreuve, » disait-elle en essayant de réparer son grimage devant un miroir de poche. « En voici la preuve au tableau. Non, mais regardez-moi la pensée du jour. Prions pour la conversion des Anglais, » d'ajouter Cédulie en faisant la grimace comme à l'opéra. « Exposer des élèves sensibles à une telle obscénité. Prions pour la conversion des Anglais. C'est plus qu'une insulte. » Il fallait redresser les opinions de la sœur sur le champ. Tout ce monde devait regagner son pupitre à l'instant même. Le temps de le hurler et le tour était joué. La religieuse et ses élèves avaient pris place devant Cédulie à l'air, qu'ils reconnaissaient à peine, car l'inspectrice dégorgeait soudain la sollicitude au point de donner en plein dans la flagornerie. Elle croyait venir à bout de cette gang en la prenant par la douceur. « Mais qu'elle est jolie, la petite blonde en arrière. Comment t'appelles-tu? C'est qu'il est bien, ton tablier gris. »« D'abord, je me nomme Valda. Puis mon tablier, il est pas gris, il est blanc. Ma mère l'a lavé en dernier avec les torchons, c'est tout. »« Ah, j'allais dire blanc. La lumière est si mauvaise. Eh bien, Alma, Dalva, Valda, nous allons maintenant parler pensée du jour, n'est-ce pas? D'abord, Dalva, saurais-tu nous dire ce que c'est qu'une pensée? » Une pensée? Ben, c'est ce qu'on a dans l'idée. Puis ce qu'on a dans l'idée, c'est pas ce qu'on a dans les pieds, c'est ce qu'on a dans la tête. Puis quand j'ai de quoi dans la tête, vous feriez mieux de vous grouiller parce que j'ai juste le pied pour vous tenir tête. V'là ma façon de penser. Ah, qu'elle est charmante, notre Valda.
de faire Sédulie qui se retenait de balancer cet enfant exécrable par la fenêtre, la tête la première. Eh bien, cette fois, j'aimerais que quelqu'un me dise une belle pensée du jour. Une pensée belle comme le jour. Toi, dit-elle à la fille du docteur, tu m'as l'air d'une fille qui n'a que de belles pensées. Dis-moi à quoi tu penses en ce moment. Et je pense que la sœur vient nous dire le temps de la récréation. Faut pas suivre la mode comme les Anglaises. Faut se vêtir en sœur comme Évangeline Plumefontaine, puis faire prendre son portrait devant l'église, les sabots devant les bras, en espérant que l'Acadie se remette sur pied. L'inspectrice était bien piquée de cette réponse. La pain-bêche du docteur méritait, elle aussi, la défenestration, un sabot au derrière en plus. Sédulie tenterait une troisième et dernière fois de se faire dire du bien des compatriotes anglais. Autrement, elle aurait raison de cette collection de jeunes Acadiens effrontés et ignares par des moyens moins orthodoxes. Toi, as-tu des opinions sur la pensée du jour qu'elle demande au plus vieux des cochons verts? Que penses-tu de cela? Prions pour la conversion des Anglais. Mais réponds. Bah, je passe notre temps ici à prier pour les Chinois. Pourquoi pas les Anglais? Je vois pas la différence. Pourquoi pas prier pour la conversion des Anglais? De s'exclamer Sédulie. Parce que c'est une trahison. Une trahison, pire encore, c'est un crime de lèse-majesté. Les Anglais sont aux petits soins pour nous, les Acadiens. Ils nous permettent d'aller à l'école et de parler notre langue ensemble. Ils auraient bien le droit de nous séparer les uns des autres s'ils le voulaient, mais non, c'est de grand cœur qu'ils nous gardent dans leur pays. Ouais, de renchérir Otto. C'est-il par bonté de cœur qui nous ont dispersés sur l'an premier, ou c'était-il pour nous faire prendre l'air, ou encore pour nous faire ouer du pays? Tais-toi, insolent! Encore un mot et je te mets à la porte pour de bon. Otto n'en croyait pas ses oreilles. Il ne suffisait plus que d'un mot pour qu'il soit à jamais débarrassé de l'école. À la prochaine occasion, ce mot, il ne l'enverrait pas dire à l'assistante. Ce mot, il l'avait déjà en tête et il brûlait de le prononcer. Mais d'avis que les Français sont anglophobes, d'ajouter Sédulie, et que les Anglais sont francophiles. Ce que vous dites là, c'est un mensonge, de protester la sœur. Si nous prions pour les Anglais, c'est bien parce que nous les aimons. Vous êtes menteuse, oui, menteuse, et encore plus menteuse que votre soutien-gorge. Tout ça, c'est de la foire, de lancer Otto. Job, Jacob, anglophobe, Théophile, Pamphile, francophile. Faut-il bien partir de si loin pour venir ici de se casser la gueule puis se parler tout seul? Je comprends rien à votre discours embrouillé. C'est pas la peine de continuer. Quoi? Sortez d'ici. Vous, la sœur, sortez la première. Déguerpissez. Que je ne vous vois plus jamais mettre les pieds dans cette école. Et toi, Théophile, Pamphile, lève-moi le camp et ne reviens plus. Quant à vous, les autres, allez-vous-en. L'école est fermée jusqu'à nouvel avis. Otto venait de rattraper la religieuse qui se dirigeait tranquillement vers son couvent. Posant un regard chargé de tendresse sur lui, elle lui dit « Otto, vous voici enfin sorti de cette malheureuse école. Je sais toute la joie que vous ressentez en ce moment, et je la partage, car me voici libre, moi aussi. Car, voyez-vous, je n'avais pas le tour, moi. Ce jour est peut-être l'un des plus beaux de ma vie. Ce que j'éprouve en ce moment est d'une telle étrangeté que je ne puis me confier qu'à vous. Ce sera notre secret, n'est-ce pas? » Pour tout commentaire, Otto prend la sœur par le bras et se met à lui dire « C'est du lit à l'air qui se baille des airs, les jambes en l'air. C'est du lit à l'air qui se baille des airs, les fesses à l'air. » Madame la veuve Hortense avait si bien meublé sa cuisine d'un tas de vieilleries mises au rencard par l'église de la Fourche des Deux-Rivières qu'un quidam, quelque peu irréligieux et étranger au lieu,
aurait eu l'impression de pécher par omission en négligeant de faire la génuflexion sitôt après avoir pénétré dans la pièce. Flanqué d'un poêle à bois et d'un évier en tôle, un maître-autel rococo du pays présidait le rituel familial quotidien. Et comme si cette sainte chose ne suffisait pas à traduire pleinement l'amour qu'elle témoignait aux moindres objets de piété, la veuve Hortense avait orné ses murs d'une redite d'images religieuses et ses tables d'un ramassis de statues estropiées. Assise dans sa chaise berceuse, entre sa fenêtre de cuisine et la statue décapitée d'un saint qui lui tenait office de confident, elle attendait ce soir-là la visite de monsieur le vicaire. C'est que, disait-elle à la statue amputée, c'est qu'il s'est passé des choses pas ordinaires au presbytère cet après-midi. Depuis 14 ans que je suis sacristine à l'église de la Fouche des Deux-Rivières, et de tout ce temps, jamais, au grand jamais, je n'ai de mes yeux vu pareilles arrivées à notre presbytère. C'est que, disait-elle en empruntant une attitude à Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est que la fin du monde s'approche, si fait que j'en ai aperçu les signes cet après-midi de la vitre de la sacristie en pliant mes étoiles. La fin du monde s'approche. Autrement, comment expliquer que mère Marie de la perfection et mère économe, deux nobles et vénérables femmes dignes de grimper de leur vivant sur le saint tabernacle de mon hôtel, comment expliquer à cette heure, mon saint sans face, que du monde d'un rang aussi élevé a pu débarquer au presbytère en plein jour en compagnie du commissaire d'école et d'une sale goyoune peinturée jusqu'aux oreilles puis décalventrée jusqu'aux orteils. Si fait que je vous dis, mon saint sans tête, l'Apocalypse nous pend au bout du nez. Oh, sainte vie, mais quoi c'est qui se présente à ma vue? Ah, ça c'est le coup du maître, et pire encore que la fin du monde. C'est que la mère Cochon Vert s'en vient à ma maison. Ah, bonne Sainte-Anne, fait-elle en se méprenant à une statue cul-de-jatte de Sainte Jeanne d'Arc. Faut nous épargner une telle malédiction, monsieur le vicaire, puis à moi. Ah, dit-elle à sa Jeanne d'Arc éclopée, cachez-moi, faut absolument me cacher. La veuve Hortense avait bien raison d'en vouloir à la mère Cochon Vert, et peut-être n'avait-elle pas tort de la blâmer d'être d'un commerce redoutable. Cela datait d'un soir d'Halloween, où la sacristine avait été retenue à l'église par les préparatifs de la fête du lendemain. Cette veille de la Toussaint, monsieur le vicaire l'avait raccompagnée chez elle bien après que les villageois s'étaient joué des tours assez anodins entre eux, selon la coutume. Cependant, en ouvrant la porte de la cuisine, nos deux couche-tard ont été victimes d'un coup pendable dont la conception et l'exécution étaient si magnifiquement diaboliques que le village l'a attribué d'emblée à la famille Cochon Vert. Depuis lors, le vicaire se refusait à remettre les pieds chez la sacristine. Pour sa part, celle-ci avait proclamé que sa porte serait désormais fermée à la mère Cochon Vert et que le village devait se garer de cette dernière comme de la ligne de visée d'une moufette. La mère Cochon Vert ne perdait pas d'énergie à regretter ses fautes. Le repentir, c'était bien l'affaire des autres. Elle a donc rétorqué que c'était elle, la femme la plus épatante du village, qu'on la jalousait parce qu'elle avait le don de ne donner naissance qu'à des génies, que la veuve Hortense souffrait d'hallucinations depuis la disparition de son mari le capitaine, et qu'il était impossible de juger du bien fondé des allégations du vicaire, du fait que ce dernier n'avait guère plus d'intelligence que le curé. Si la mère Cochon Vert mirait la veuve Hortense ce soir-là, ce n'était pas par besoin de lui tenir compagnie, c'était plutôt par celui de faire raconter les événements de l'après-midi au vicaire, car il allait venir. La servante du curé l'avait mise au courant. Ce serait, croyait-elle, le moyen de reprendre du prestige aux yeux du village. « Yo-ho, Hortense, c'est moi, la femme à Cochon Vert. Mais you sais que t'es. C'est du saint bon Dieu. Quoi c'est que tu fais là, Hortense, à quatre pattes derrière le tablier de ton maître-autel? Allais-tu perdu la raison tout net? Ben c'est pas là que tu vas la retrouver. Lève-moi cette frange de dentelle puis aouin-toi de là. C'est ça, là, c'est mieux, assis-toi dans ta chaise. Hortense, sais-tu que ta pauvre mine, t'es blême comme un drap. Tu ressembles à un bonhomme couèche qui vient de voir passer l'ange de la mort. Ça te prendrait un coup de vin pour te ravigoter.
Si j'ai bonne souvenance, c'est dans ton tabarnak que tu gardes ça avec ta moutarde. À cette heure, Hortense, grouille pas, je vais t'en crier. C'est que j'attendais monsieur le vicaire. Puis l'ange de la mort, c'est toi, la cochon vert. Je peux pas m'étonner de te voir aussi ben aise dans mon tabernacle après ce que vous m'avez fait, toi pis ta famille, l'autre fois. Venir, vous autres, mettre une bête puante dans ma cuisine. Jamais j'oublierai ça. Je voudrais que tu me laisses, puis que tu rentres au logis. Fais du saint bon Dieu, monsieur le vicaire qui vient te voir, moi, te faire un tour de cochon vert, je veux dire un tour de cochon. Hortense, taise ta gueule, puis bois-moi ce gobelet de vin ici. Tu sais pas ce que tu dis, tu déparles. Tu voudrais encore me procher les gestes de mes enfants, c'te. Crée du saint bon Dieu des petits jeunes, on peut pas tout le temps arrêter ça, quand c'est de la santé puis de l'imagination. C'est-il de ma faute, par exemple, si ma bande d'escouviants a eu l'idée de venir fourrer un sconque dans ton tabarnak le soir des tours? T'avais pas besoin de te chavirer puis d'épeurer cette pauvre bête qui a pas pu s'arrêter de pisser sur le saint fatras de ta cuisine. Fallait que tu rouvris la porte pour faire de l'air, puis laisser s'en aller en paix le pauvre sconque, comme on fait d'ordinaire. Ta bête puante, elle n'a pas fait que d'atteindre mes statues puis mes images saintes. Ta bête puante, elle a si bien arrosé monsieur le vicaire qu'il a été obligé par monsieur le curé de coucher dans la grange pendant toute une semaine. Elle a pitié de tout ça. La sainte pitié du pauvre homme, passer toute une semaine dans une grange à se frotter le corps avec des tomates mûres. Tout ça à cause de toi, la cochon vert. On dit partout dans le village que c'est toi qui tenais la bête dans un sac. On dit que c'est toi, la cochon vert, qui tenait le sac. C'est. Fallait bien que tu cales chenille. Je veux dire que fallait bien que tu cales lire chenille et mes enfants. Quand j'ai y a longtemps de ça, toi ça de la tête. Toi qui passes tes journées dans ta sacristie à parler à tes statues. Tu pourrais pas pardonner de ce gibard à des jeunes marsouins qui ont le goût de s'amuser. Surtout que t'avais beuglé ben avant dans le village que j'étais rien que la mère à une mêlée de loups-garous, cochons verts, brise-fer, plein de verre. Avoue que c'est pas extra dire des pareils ramants de ma famille que j'aime. Peux-tu les blâmer, mes toutous, de s'offenser? Ben oui, quand je nous retrouvons ensemble, mes enfants pis moi, je me surprends à les appeler mes toutous. C'est que je ne les ai jamais appelés vers eux, tes toutous. Je pardonne, mais je ne peux pas oublier. C'est mieux de les appeler des loups-garous, tes toutous, que de dire comme tout le village que ta famille, c'est un ragoût-galou. C'est qu'ils ont la gale, tes toutous, puis c'est qu'ils sont pleins de pouilles-tout, en plus d'être possédés de tous les démons. Hortense, il y a un certain temps que tu nous tiens un discours fou à faire rire des roches. Depuis que tu fais tes négoces au presbytère puis à l'église, tu démanches la mâchoire à force de vouloir parler comme le curé puis le vicaire. Puis aujourd'hui, te v'là-t-il pas qu'essaye de parler en rime. Ben tu perds ton temps parce que, à mon sens, ta poétrie a ni rime ni sens. Te v'là plus innocente que jamais. J'arrive ici en femme charitable, m'informer de quoi, puis quoi c'est que tu fais? Tu me demandes même pas si je vais m'assire. Non, ni. À la place, tu préfères noircir mes petits jeunes. Pourrais-tu me dire en sûrement, où c'est qu'est ton auto à toi à l'heure qu'il est? Non, tu peux pas parce que tu le sais pas. Ben, laisse-moi te l'apprendre, même si c'est à contre-cœur que je t'en parle. Ton auto, il est au bois avec ses taouets, parce que l'assistante au surintendant les a bottés hors de l'école à jamais, lui puis la maîtresse, à cause des algarades qui ont été plantées au nez tous les deux à matin. C'est bien servir, cette maîtresse, et se travailler, qu'a dégringolé ma fille Zélika de sa classe hier. Il y a des fois que la justice est là dans le monde. La providence a ses vues. Ah, mon doux saint sans tête, mon pauvre Saint-Ibus sans Ibus, tête-Ibus, tournez vers moi vos yeux miséricordieux et dites que ce n'est pas vrai. Dites-moi que c'est faux. J'ai du saint bon Dieu, Hortense, même si elle pouvait, ton statue pourrait pas se tourner puis te regarder, par rapport qu'elle a depuis longtemps perdu la tête, puis toi et tout, à ce que je peux voir. Oh, je vais mourir l'avenir d'autocompromis. Ah, bon Saint-Ibus, sans Ibus, tête-Ibus, mourir. Otto chassé de l'école, ça se peut pas. Je le voulais missionnaire, mon Otto. Il en a la vocation, j'en suis certaine. Il s'en va tous les jours au bois, ramener les infidèles dans le droit chemin. Déjà, il a des aptitudes.
Si c'est ce qu'on appelle avoir des aptitudes rouscoyées parmi les Tawai, la paroisse déborde de vocation. Puis Hortense, tu peux pas mourir à ce. Là, le curé puis le vicaire qui virent envers ta maison. C'est que je peux pas les recevoir. Faut que je me cache. Je vais mourir. Faut que je me cache pour rendre l'âme en paix. Hortense, tu retournes pas te fourrer à quatre pattes derrière la nappe d'hôtel. Puis tu me laisses pas seul avec le curé puis le vicaire non plus. Ah, crée du Saint, bon Dieu, la voilà partie. À quoi c'est faire? Il me reste plus rien qu'à me cacher à mon tour. Le curé Ibus puis le vicaire Ibus qu'arrivant. J'ai bonne envie de mourir, moi et tout, Ibus. Ah, monsieur le vicaire, quoi de plus tonifiant que le serin du printemps? L'air charitable de cette jeune saison me gonfle d'amour depuis l'axe de ma tonsure jusqu'aux ongles de mes orteils. Cela ne vous fait-il pas le même effet? De demander le curé à son vicaire qui grelottait dans sa soutane. Oui, je crois, du moins j'ai le frisson. C'est à la brunante qu'il faut se promener le printemps, monsieur le vicaire, car c'est là que l'âme perçoit le mieux la voix discrète du temps. Vous êtes sensible, n'est-ce pas, à ce que vous dit la voix du temps? Ce court trajet de notre presbytère à la maison de madame la veuve Hortense ne vous inspire-t-il pas plus d'amour du prochain, plus de charité chrétienne que vous n'en ressentez d'ordinaire? Vous conviendrez, mon vicaire, que l'air de la nouvelle saison respire la charité. Ah oui, de faire le vicaire qui avait l'onglet. C'est correct, c'est très correct. Je vais dire comme vous que l'air respire, que le temps a retrouvé sa voix. En effet, ce soir, l'air du temps chante la charité et la discrétion. Ce sont deux vertus qui s'harmonisent tout à fait et qui se rapprochent plus que jamais l'une de l'autre le printemps, comme le fait d'ailleurs en cette saison tout ce qui sème d'amour. Ce soir, l'air du temps est à l'amour et il y a de l'amour dans l'air du temps. Pour ça, oui, l'amour se balade dans l'air du temps. Je lui envie sa paire de gants. Sa paire de gants, que cela est ingénieux et merveilleusement bien trouvé, monsieur le vicaire. Je vous surprends parfois à deviner ma pensée, et en pareille occasion, vous me surprenez agréablement. J'allais justement dire qu'au printemps, l'amour prend des gants, comme le fait d'ailleurs en tout temps la charité, qui, elle, se gante de discrétion. Mais puisque vous avez le don de lire ma pensée, je n'ai pas à vous répéter que ce soir, chez madame la veuve Hortense, nous devons tous deux mettre les gants de la discrétion. Car si madame la veuve vous fait venir, c'est qu'elle veut sûrement vous interroger. Il s'agit peut-être de son fils, Otto, qui s'est fait conduire de l'école ce matin par cette coléreuse assistante au surintendant, dont le passage terrible dans notre presbytère a chambardé notre après-midi. À moins que cette malfaisante mère cochon vert n'ait encore fait un mauvais coup, ce qui est toujours possible, car on oubliera difficilement ces escapades du soir d'Halloween. Aller jeter un sconce dans la cuisine de madame la veuve Hortense. Pour des frasques comme celle-là, il faut se mettre de connivence avec Belzébuth, vraiment. Non, ce n'était pas correct du tout. Je vous ai déjà supplié de ne plus me rappeler ce triste incident. Son souvenir me donne la chair de poule. Arrivé à la maison par un beau soir d'Halloween, madame la veuve Hortense et moi qui entre le premier, et la bête puante qui me prend comme point de mire, moi qui suis déjà allergique à l'odeur de ces animaux. Puis après être forcé à passer toute une semaine dans notre grange à empester les lieux de cette sale puanteur, moi, seul parmi les fantômes noirs de la nuit. Monsieur le curé, je ne veux plus aller plus loin, retournons au presbytère, j'ai peur, je me sens mal, je préfère même retourner à ma grange. Maîtrisez-vous, mon fils, rien de mal ne peut vous arriver. C'est pourquoi j'ai consenti à vous accompagner ce soir. Je suis là, mon fils. Entrons. Madame la veuve Hortense vous attend sûrement les bras ouverts. C'est une dame charitable. N'oubliez pas, monsieur le vicaire, la charité et la discrétion par-dessus tout. Après avoir frappé plusieurs coups, nos deux religieux ont décidé d'entrer. Personne n'avait répondu. La cuisine était déserte, bien que peuplée d'objets de piété. Sur une table, une lampe solitaire entourée de quelques
l'église éclairée d'un angle de la pièce. Là, chaque statue endurait stoïquement sa douleur particulière, alors que dans l'obscurité, on semblait vouloir s'oublier et chuchoter sa peine ensemble. Pris de panique par la peur qu'il avait des ombres de la nuit, le vicaire a commencé soudain de battre des bras comme pour s'envoler, quand le curé l'a enfoncé dans la chaise berceuse de la veuve, d'un geste brusque qui l'a rappelé momentanément à l'obéissance. Du calme, monsieur le vicaire. Tenez, admirez-moi donc la vraisemblance de l'ange de la mort que Madame Hortense a monté sur son maître-autel. Ce doit être une nouvelle acquisition, car je crois ne l'avoir jamais vue avant. C'est bien correct ce que vous dites là. Cette statue m'a l'air tout à fait authentique, de grimacer le vicaire que l'obscurité empêchait de voir que sa statue, c'était la mère Cochon Vert qui, vêtue d'un drap, se tenait superbe d'impassibilité sur le tabernacle, une faux à la main. « Près du saint bon Dieu, disait-elle. Ces deux innocents vont-ils pas lever le camp ou faudrait-il que je reste juché sur cette boîte d'hôtel toute la nuit? Je commence déjà à avoir des crampes pour un chip. Puis le job, c'est ce que je fais Hortense qui s'est fourré à quatre pattes derrière le tablier de son hôtel. Si je nous avons cachés, c'est que je ne voulons pas les recevoir, ces deux-là. C'est un clergé qui a gère de politesse. Mais, monsieur le vicaire, où est donc madame Hortense? Elle sera sortie par besoin, je suppose. Oui, je suppose que oui. Pour un besoin naturel. Pardon, je vous demande pardon, j'oubliais les gants de la discrétion. Laissons faire la discrétion pour le moment, car nous voici enfin seuls, de faire le curé en s'assoyant devant le vicaire. Parlons-nous ouvertement. Nous en avons rarement l'occasion à cause de notre servante, que je soupçonne d'écouter aux portes. Ah, vraiment, ce n'est pas correct, cela. Je m'étonne de vous l'entendre dire. Pourtant, on nous répète qu'un homme sage ne s'étonne de rien. J'aurais juré que notre servante, c'était la discrétion personnifiée. Et qu'est-ce qui vous le fait croire? Eh bien, je n'osais pas vous en faire part, mais comme nous avons ce soir nos coups des franges, pour ainsi dire, voici... C'est que j'aperçois toutes les nuits notre servante qui se dirige à pas de loup vers votre chambre. C'est bien discret, n'est-ce pas? Elle ne regagne la sienne qu'au petit matin. J'en conclus qu'elle va dormir dans la chambre des visiteurs à cause de la peur qu'elle a, comme moi, de la nuit. Ce que je ne comprends pas, cependant, c'est qu'elle fasse le même trajet aux mêmes heures, même quand nous avons du monde. Je me disais que vous pourriez peut-être tirer l'affaire au clair, me dire enfin si c'est correct ou pas. Ça doit l'être, car elle y met tant de discrétion. Le curé n'a ni entendu la statue étouffer un ricanement sardonique, ni vu la veuve sortir son chapelet de sa poche. « Mon fils, vous savez que je n'ai pas à chercher le sommeil, et comme je dors comme un plomb, je regrette de ne pouvoir vous éclairer sur ce sujet. Si le destin a condamné notre servance à l'errance dans la nuit, il ne nous reste plus qu'à nous incliner devant lui. On ne proclame pas son indépendance du destin. Songez au sort tragique des héros grecs qui en ont tenté l'expérience. Mais oublions les allées et venues nocturnes de notre servante et n'en parlons surtout à personne. Montrons-nous magnifiquement discrets dans cette affaire. C'est qu'elle veille à notre bien-être, je crois. Elle vient voir si nous dormons. Justement, j'allais le dire, cela saute aux yeux. Notre servante a des égards pour nous la nuit. Ah, pour ça, oui, pour vous, surtout, la nuit et le jour. Elle semble porter une attention particulière à vos poumons, car elle vous demande d'aller fumer dehors où l'air est plus pur. Elle s'inquiète beaucoup des poumons, à ce que je vois. C'est bien correct, cela. Par exemple, elle a fait mettre un chandail à mademoiselle Allaire, l'assistante au surintendant, quand celle-ci est passée chez nous cet après-midi. C'est que, de réfléchir la veuve Hortense qui terminait une dizaine de chapelets derrière la nappe d'hôtel, c'est qu'elle vous a une moyenne perte de poumons, la demoiselle Allaire, en juger de ce qu'elle vous avait à l'air en entrant dans le presbytère. Monsieur le vicaire, notre servante n'aurait pas dû. Ce geste manquait de discrétion. Mais, mon père, l'inspectrice était bien déshabillée pour la saison. Toute cette chair... En ce cas, il fallait offrir des chandails à mère Marie de la Perfection et à mère Économe, puis laisser son manteau à monsieur le commissaire. Mais ni les religieuses ni le commissaire n'ont commencé de fumer. J'ai lieu de croire que notre servante a voulu pousser l'assistante dehors quand celle-ci s'est allumée une cigarette longue comme la main. C'était pour soigner ses poumons, n'est-ce pas? C'était bien correct.
Elle aurait dû comprendre, mademoiselle Allaire, et remercier la servante de ses ménagements, au lieu de la tirer par les cheveux jusque dans notre cuisine et de lui tenir la tête dans la glacière pendant un quart d'heure. Heureusement que monsieur le commissaire a eu la charité de consoler les religieuses et de les raccompagner au couvent, surtout que Mère Supérieure avait le fou rire à force d'être triste. On peut dire que c'est une mauvaise coucheuse, cette demoiselle Allaire. C'est comme vous voulez, monsieur le vicaire. D'aucuns ne l'entendraient pas de cette oreille. Cependant, elle était d'humeur bien conciliante en nous laissant. Pour ça, oui. Vous avez eu l'heureuse idée, tous deux, de vous entretenir seul à seul dans l'intimité de votre salon particulier pendant une bonne heure. Un jour, il faudra m'instruire des mesures pacificatrices à prendre dans une telle situation. Oui, c'est à savoir, monsieur le vicaire, si vous seriez en mesure de les prendre. Ne pas être en mesure de prendre des mesures. Vous avez de l'esprit comme quatre, monsieur le curé. Elle n'a pas consenti à réadmettre à l'école Otto de Madame la Veuve Hortense qu'elle a chassée ce matin. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour. Je n'ai pas eu le temps en une heure de m'occuper de tout. D'ailleurs, Otto de Madame Hortense est un bien mauvais sujet qui ne mérite pas plus notre attention que cette zélica de la mère Cochon Vert dont la maîtresse a bien fait de se débarrasser avant-hier. Malgré leur jeune âge, ces deux âmes désespérées ont déjà réussi la noce, chacun de son côté, sous toutes les broussailles du village. Ces êtres n'ont de discrétion aucune. Évidemment, c'est bien la faute aux mères qui sont trop occupées à dialoguer l'une avec le ciel, l'autre avec l'enfer, pour s'acquitter de leurs devoirs sur terre. Cré du saint bon Dieu, qu'est-ce que j'attends là? Ah ben ça, c'est le coup du maître. Espérez que je dévale de ce tabarnak, de s'écrier la mère Cochon Vert, qui se trouvait déjà devant le vicaire évanoui dans sa chaise. Hortense, toi qui sais parler au ciel, amène-toi ici. Ces deux pot-patchets auront besoin de ta sainte intercession, mais que j'ai fini Dieu. Vous, le curé, grouillez pas. J'ai justement la faux pour vous couper la mesure pacificatrice, si ça se met à aller mal par ici. À cette heure, monsieur le curé, vous allez apprendre ce que c'est que de parlementer avec l'ange de la mort. Est-ce pas, Hortense?